Vous avez peur que vos joueurs détruisent Strahd von Zarovich en un round? Ou ça vous est arrivé? À première vue, la fiche de monstre de Strahd semble pas si impressionnante que ça. Et si je vous disais que vous ne le jouez probablement pas optimalement? Les TPK ne sont pas rares contre ce vilain lorsque le maître de jeu le joue adéquatement. Et ce, sans tricher. Reste à l'écoute pour en apprendre plus sur l'art du combat avec cet être plus puissant qu'il n'y paraît. Si vous êtes un joueur ou prévoyez jouer la malédiction de Strahd, cessez votre écoute immédiatement puisque cette vidéo renferme des spoilers importants et est destinée au maître de jeu seulement. C'est pas facile de se mettre dans les souliers de quelqu'un beaucoup plus intelligent que soi. Strahd possède 20 en intelligence et pour vous donner une idée de ce que ça représente, Albert Einstein converti en personnage de D&D aurait aussi 20 d'intelligence. Donc à moins que vous soyez un génie vous aussi, c'est impossible d'être parfait et aussi intelligent que lui. Comment fait-on alors pour jouer un tel vilain? Le temps de préparation que nous avons est essentiel pour y parvenir. Il faut d'abord connaître le personnage et se l'approprier. Pour ce faire, il faut comprendre son histoire, savoir ce qu'il a vécu et ce qui l'a mené où il est aujourd'hui. Mieux on connaît le vilain, plus on sera apte à l'interpréter. La campagne donne une idée sur sa personnalité, mais je vous invite à faire votre propre interprétation, celle que vous avez le plus de facilité à représenter. J'aborde l'histoire de Strahd dans une autre capsule. On peut y apprendre qu'il a été un général de guerre, donc un tacticien qui a l'habitude de gérer d'autres personnes sur un champ de bataille. Strahd aura toujours des alliés à ses côtés. Il ne devrait jamais être seul lorsqu'il se présente devant les personnages. Ceux qui l'accompagnent peuvent être cachés, hors de vue des joueurs, pour que Strahd ait l'air d'être seul si vous voulez une rencontre plus intime. Ces renforts peuvent être des morts vivants, des Vistani, des loups, des garous, des membres de sa cour tels que Radin, et en tout temps, Bucephalus, son destrier noir, devrait être dans les parages. Celui-ci sera pour la majorité du temps son plan de sortie advenant que les choses tournent mal, puisque Bucephalus peut le transporter dans le plan éthéré avec son galop éthéré. Rares sont les joueurs qui ont des habiletés pouvant suivre ou attaquer dans cet autre plan. Et le cheval peut en plus transporter jusqu'à 3 personnes. Il pourrait donc attendre dans le plan éthéré en compagnie par exemple de Radin et d'une fiancée, puis lorsqu'un combat s'enclenche, Bucephalus les fait apparaître dans le plan matériel pour se joindre au combat. Étant un ancien général et ayant des siècles d'expérience contre d'autres groupes d'aventuriers, Strahd sera donc toujours prêt à toute éventualité. Il devrait avoir un plan de bien établi avec des objectifs précis. Ces objectifs consistent généralement à en apprendre plus sur les personnages, conquérir Irena et capturer Van Richten. Il devrait aussi toujours avoir un plan pour s'échapper et un plan B. Idéalement, ce qu'il prévoit faire devrait être simple et ne pas dépendre d'éléments susceptibles de changer et le faire échouer. Advenant que vos joueurs font quelque chose que vous n'aviez pas prévu, Strahd, lui, l'aurait prévu. Donc, n'hésitez pas à réajuster vos plans en conséquence. Prenez avantage du temps entre les sessions pour planifier. Il ne faut pas trop abuser de ça toutefois, sinon ce sera injuste pour les joueurs. Tout au long de la campagne, il faut utiliser les ressources que Strahd a à sa portée pour qu'il en apprenne le plus possible sur les capacités des personnages, mais aussi leur personnalité, peur et motivation. Pour ce faire, il peut envoyer des espions. Ceux-ci peuvent être des loups ou tout autre allié du comte. L'espion les suivra avec discrétion et ne sera pas hostile envers eux, puisque son but est de revenir vivant auprès du Seigneur pour lui dévoiler ce qu'il a observé. Si personne dans le groupe monte la garde, la discrétion de l'espion sera comparée avec la perception passive des personnages. Advenant qu'un groupe soit très observateur et parvient fréquemment à repérer les espions, Strahd pourrait envoyer ceux-ci avec l'aide de Bucephalus espionner à partir du plan éthéré. Il est possible aussi pour ces espions d'essayer de voler un objet au personnage pour aider Strahd avec son sort de scrutation. Sa magie est un autre moyen d'observer le groupe. Cela requiert son seul sort de niveau 5 et je vous recommande donc de le faire uniquement si ce n'est pas le jour de la confrontation finale. Il prendra comme cible le personnage avec le plus bas bonus de sauvegarde de sagesse. Il le fera soit au matin ou en fin de journée. C'est généralement les moments où les groupes discutent de leur journée à venir et de leur plan. Strahd peut en apprendre sur eux aussi en les rencontrant, soit en groupe ou des rencontres individuelles. Ces rencontres devraient être fréquentes. Il n'est pas un vilain qui reste enfermé dans son château à ne rien faire. En les rencontrant directement, il peut ainsi plus facilement essayer de les manipuler, les monter les uns contre les autres ou même les tester au combat. Mais notez ici que tout combat contre Strahd avant le combat final indiqué par le Tarot-Cas ne devrait pas être mortel. Celui-ci ne cherchera pas à les tuer, mais seulement à les tester, et il laissera les personnages fuir s'ils le font.
Lors de ces rencontres, une façon efficace pour le vampire d'apprendre des choses est d'utiliser son sort de détection des pensées. Ainsi, il aura des réponses à ces questions qu'il leur pose avec les pensées superficielles que ses paroles provoquent. Pour avoir testé ça, je vous recommande de ne pas demander à vos joueurs ce que son personnage pense, car il donnera une réponse en essayant de détourner l'information pour ne pas dévoiler la véritable pensée. À chaque fois que j'ai demandé à un joueur, la réponse a toujours été décevante et inutile, donc décidez ce qu'il apprend, mais soyez juste. Strahd est un fin manipulateur. S'il perçoit qu'il y a une faiblesse dans le groupe, il va l'exploiter. Par exemple, un membre est avide de richesse, pourquoi pas lui offrir un trésor en échange peut-être de l'un des artefacts du Tarot-Carte? Outre tout ça, n'importe quel PNJ dont les personnages ont passé beaucoup de temps avec peuvent être questionnés par Strahd ou Raoden. Si c'est Strahd, il peut lui avoir fait un sort de modification de mémoire pour que le PNJ oublie cette rencontre et n'ait aucun souvenir d'avoir dévoilé des choses sur les personnages. Si c'est Raoden, il peut simplement lui avoir offert de ne pas le jeter en pâture au loup s'il parle. Et finalement, il y a une autre solution qui est plutôt controversée auprès des fans de la campagne, Vasily von Holtz. Libre à vous de l'utiliser ou non. C'est correct si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que ça ne concorde pas avec Strahd. Personnellement, j'aime utiliser cette ruse. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais on retrouve le nom de Vasily von Holtz à 3 reprises dans la campagne. D'abord à Wachter House, la demeure de Dame Fiona Wachter, dans la salle N4Q, le débarras. On y trouve une lettre ancienne signée par Vasily von Holtz qui remercie Levina Wachter, ancêtre de Fiona. Si vous avez écouté mon vidéo sur l'histoire de Strahd, Levina a survécu au jour funeste du mariage et a aidé Strahd à retrouver le traître qui a massacré les invités. C'est sous la guise de Vasily que Strahd a enfermé Léo Dilisnia dans la crypte des Wachter, se faisant passer pour un serviteur du Seigneur. Le second endroit où l'on mentionne Vasily est à la boutique du fabricant de cercueils. Ici, on découvre que Vasily von Holtz est Strahd sous un déguisement. Il a utilisé cet alter ego il y a seulement quelques mois pour utiliser Henrik van der Voort et sa boutique pour y cacher des vampiriens. Puis il est fait mention de Vasily une dernière fois dans l'annexe D, ou le livre des monstres si vous avez la version revamp, dans la section sur l'abbé. Strahd s'est présenté à lui sous son déguisement et a manipulé l'être céleste. C'est sous la guise de Vasily qu'il a corrompu l'abbé en lui partageant des savoirs provenant du temple d'Ambre. Avec ces 3 passages, vous voyez peut-être déjà où je m'en vais si vous n'avez jamais entendu parler de Vasily avant. Strahd, sous son déguisement, peut s'infiltrer dans le groupe pour de courtes périodes et agir comme leur allié pour leur soutirer des informations, ou même se rapprocher d'Irena. Il sera la taupe parmi le groupe jusqu'au jour où il sera découvert, ce qui créera un moment de révélation mémorable pour votre groupe et leur donnera une leçon de ne pas faire confiance à tout le monde. Pour y parvenir, il faut modifier les sorts qu'il a de préparés. C'est peut-être un détail qui vous a échappé, mais Strahd est un magicien qui a accès à tous les grimoires qui se trouvent dans le temple d'Ambre et est prisonnier depuis plusieurs siècles. Il a donc eu amplement le temps d'apprendre tous les sorts allant jusqu'au niveau 5, ou sinon il lui suffit de faire un tour au temple pour l'apprendre. Strahd utilise la magie pour changer son apparence avec des sorts tels que modification d'apparence et apparence trompeuse. Ce n'est qu'une illusion et donc pas à toute épreuve. Il évitera tout contact physique pour ne pas être démasqué. Si un personnage le touche, je vous conseille de rouler en secret son lancer de perception, car si vous le demandez au joueur et qu'il roule trop bas pour détecter l'illusion, il saura immédiatement qu'il y a quelque chose de louche avec ce PNJ. Tous ces sorts d'altération de l'apparence ont une durée limitée. La modification dure 1 heure et l'apparence trompeuse 8 heures. S'il prévoit rester plus longtemps qu'1 heure en leur compagnie, comme par exemple qu'il les accompagne dans une quête, il utilisera le second sort. Et si Strahd sait que le groupe est méfiant, et comme par exemple qu'il y a un paladin qui pourrait faire un sens divin en sa présence, il aura aussi utilisé le sort d'aura magique de Nistul pour que toute magie l'identifie comme un humanoïde au lieu d'un mort-vivant. Advenant qu'il se retrouve dans un combat en leur compagnie, il assistera le groupe en usant uniquement d'une épée ou en faisant des actions d'aide afin de ne pas dévoiler sa vraie force et nature. Vous pouvez lui donner l'apparence et comportement que vous voulez, quelqu'un que vous savez que votre groupe aura confiance. En général, les maîtres de jeu utilisent l'apparence de Sergei, le frère de Strahd, car ainsi le seigneur a la forme qu'il enviait tant avant sa malédiction, et lorsque les personnages trouveront le cadavre de Sergei dans les cryptes, ou verront son reflet dans les temps de Kresk, ça soulèvera des questionnements. Il y a aussi d'autres moyens de découvrir la supercherie, dont les 3 endroits où sont mentionnés Vasily. Par contre, si vous venez tout juste de l'introduire et qu'aussitôt après il trouve la lettre chez Dame Wachter, ou questionne le fabricant de cercueil par exemple, gardez le suspense et ne leur dévoilez pas tout de suite.
Remplacez simplement le nom de Vasily par celui de Strahd à ce moment-là. N'abusez pas non plus de sa présence. Strahd a d'autres choses à faire que de toujours être présent auprès d'eux. Et ces absences sporadiques peuvent être l'un des éléments qui donnent la puce à l'oreille à vos joueurs. Je vous conseille de l'utiliser principalement à Vallaki puisque c'est normalement l'endroit où vos joueurs passeront le plus de temps et c'est plus propice aux rencontres de roleplay. Et d'y inclure une demeure dans la ville qui serait celle de Vasily. S'ils viennent à se rendre chez lui pour le retrouver, ils n'auront pas de réponse. Et s'ils forcent leur entrée, ils verront le salon bien aménagé, mais le reste de la demeure vide et poussiéreux. Le salon n'est qu'un apparat pour s'il reçoit chez lui. Vous pouvez même mettre un cercueil vide au sous-sol, un lieu de repos de secours pour le compte. Advenant que le groupe questionne les habitants de Vallaki au sujet de ce mystérieux Vasily von Holtz, ceux-ci diront que c'est un bon garçon dont la famille a été tuée par les loups, mais n'en savent pas vraiment plus. Strahd peut très bien avoir charmé ou modifié la mémoire des PNJ que les joueurs fréquentent le plus pour s'assurer que ceux-ci ne créent pas de suspicion au sujet de Vasily. Au final, Strahd a bon nombre de moyens d'en apprendre sur les étrangers, et c'est ce savoir qui est sa véritable force. Aussi ses actions d'antre, mais je vais y revenir. Il devrait connaître les faiblesses, les forces et les tactiques de combat préférées du groupe. Avec son intelligence et son expérience contre d'anciens aventuriers, il connaît leur classe. Il sait c'est quoi un moine et sait qu'il ne devrait jamais être au corps à corps contre l'un d'eux sous risque de se retrouver sous l'effet de sa frappe étourdissante. Bref, plus il en apprend sur eux, mieux c'est, et Strahd doit sembler toujours avoir un pas en avant d'eux, prêt à toute éventualité. Il devrait sembler être omniscient pour vos personnages. S'ils ont cette impression, c'est que vous avez réussi. Maintenant qu'on sait ce qu'il doit accomplir avant le combat final, comment se prépare-t-on à celui-ci pour ne pas qu'il se fasse oblitérer en un seul round? Je peux pas vous dire exactement comment vous devez le préparer, car c'est tout du cas par cas selon la composition du groupe et le lieu du combat. Mais je vais essayer de vous guider du mieux que je peux pour le faire. Tout d'abord, le savoir, c'est le pouvoir. Il faut donc commencer par étudier les feuilles des joueurs. Dit comme ça donne l'impression qu'on triche, mais bien au contraire, Strahd a passé son temps à les observer. Il sait ce dont ils sont capables, donc vous devez aussi, vous, le savoir. Il faut déceler leurs forces et faiblesses, déterminer les capacités qui sont les plus dangereuses contre Strahd. Le seul moyen que les joueurs ont de s'assurer que Strahd ne soit pas au courant de quelque chose, c'est en ayant expressément jamais utilisé et caché la dite habileté. Par exemple, s'ils ont acquis l'un des artefacts de Taraka à son insu et qu'ils l'ont caché jusqu'au combat final, il ne saura donc pas qu'ils ont cet item en leur possession. Pour bien vous préparer, faites-vous une liste. Pour chaque personnage, indiquez quelles sont ses sauvegardes de caractéristiques les plus faibles, leur résistance et immunité, les avantages s'ils en ont, leur classe d'armure, leur vitesse de déplacement, et les sorts ou habilités qui peuvent immobiliser Strahd. Prenez note de ceux qui ont les sorts de contre-sort et dissipation de la magie. Une fois que c'est fait, analysez l'ensemble des faiblesses et adaptez la liste de sorts préparés de Strahd en conséquence, à moins qu'il ne les ait jamais vus arriver pour le combat final, ce qui serait plutôt surprenant. Certains sorts sont des must à avoir, comme bouclier, contre-sort et dissipation de la magie. Bouclier, à l'évidence, permettra à Strahd de tenir plus longtemps en bloquant les attaques, et particulièrement contre des missiles magiques. Contre-sort devrait être utilisé uniquement contre un sort risquant de le tuer s'il est rendu faible, contre les sorts de soins que le groupe utilise, et contre les sorts pouvant l'immobiliser. Se retrouver immobile signifie la mort pour Strahd. C'est sa seule véritable faiblesse. Et dissipation de la magie est utile pour tout effet de longue durée qui pourrait l'affecter, ou enlever une magie qui affecte un joueur, par exemple un barbare ou un moine qui est sous l'effet de hâte. Grande foulée, absorption des éléments et foulée brumeuse sont aussi très utiles. Grande foulée n'étant pas un sort de concentration, c'est donc très pratique si l'on veut augmenter la vitesse de déplacement de Strahd. Et absorption des éléments peut servir particulièrement contre l'épée de lumière, car en l'utilisant contre une attaque produisant du dégât radiant, ça rend Strahd résistant à ce dégât pour un round. Très utile surtout s'il se retrouve au corps à corps. Ça donne en plus du dégât supplémentaire à sa prochaine attaque de corps à corps. Et évidemment, foulée brumeuse permet de s'éloigner et s'échapper si Strahd se retrouve agrippé ou entravé. Quant au reste, c'est très situationnel selon les faiblesses du groupe et le lieu de combat. Par exemple, il se peut que le sort de boule de feu ne soit pas si efficace que ça contre un groupe ayant beaucoup de dextérité ou composé par exemple par un barbare avec sa rage, un moine avec son évasion et un roublard avec son esquive instinctive. Donc choisissez les sorts en fonction des faiblesses communes de vos joueurs. Plusieurs sont résistants au feu, évitez ce genre de sorts. Ils ont tous beaucoup de classes d'armure. Utilisez des sorts avec des lancers de sauvegarde selon leurs plus faibles caractéristiques.
Ils ont tous une sauvegarde faible d'intelligence. Prenez des sorts qui demandent des sauvegardes d'intelligence. Tenez compte de si le groupe a le sort de dissipation de magie. Si c'est le cas, évitez les sorts ayant de longue durée qui pourraient ainsi être dissipés. Et prenez plutôt des sorts avec des effets immédiats. Et portez attention à ceux qui ont contre-sort. Strahd devra s'assurer d'être à une distance sécuritaire de cette personne avant de lancer un sort. Pour vous aider à choisir les sorts, vous pouvez vous créer une liste pour chaque personnage des sorts qui vous intéressent, qui sont efficaces contre eux. Ceux qui reviennent plus d'une fois sont ceux à prioriser dans votre choix. Une fois sa liste de sorts choisie, il vous faut maintenant étudier le château. Quel est l'endroit indiqué par la carte du Tarokka? Analysez tout ce qui se trouve sur l'étage et les étages avoisinants. Lors du combat final, Strahd devrait se promener dans son antre et attirer le groupe vers les lieux piégés et ceux avec des monstres déjà présents. Évaluez le meilleur trajet que Strahd empruntera pour les mener vers ces autres dangers. Et repérez les endroits où Strahd peut se cacher s'il en a besoin pour se régénérer. Pensez aussi à ses alliés qui sont encore vivants. Est-ce que Strahd a eu le temps de se préparer? Ou si les joueurs ont foncé trop rapidement vers le château pour en finir? Son temps de préparation déterminera s'il a réussi à rassembler ses alliés au château. Par exemple, Baba Lysaga, Kirill et sa meute, les Guenaudes du Moulin. Et si Strahd connaît la prédiction du Tarokka, il est bien assez intelligent pour reconnaître l'endroit qui est indiqué. Il s'assurera donc de placer ses alliés aux endroits les plus stratégiques où il pourra facilement attirer le groupe. La préparation est faite. Strahd a choisi les sorts adéquats contre le groupe et ses alliés sont présents à des endroits stratégiques. Passons aux choses sérieuses, le combat dans le château Ravenloft. Vous aurez plusieurs choses à tenir compte pendant la bataille. N'oubliez pas les informations que j'ai dites plus tôt au sujet des plans et échappatoires, c'est aussi important ici. Sa plus grande force et ce qui assure Strahd une victoire quasi sans faille est sa mobilité grâce à son action d'antre pour passer au travers de toutes les surfaces de son château, maximisée par son mouvement de ses actions légendaires qui ne provoquent pas d'attaque d'opportunité. Sans oublier qu'il a la caractéristique de patte d'araignée lui permettant de grimper partout. De ce fait, il ne devrait jamais commencer son tour dans la lumière du soleil et ne devrait jamais terminer son tour ou son mouvement légendaire dans une position qui permet à un joueur de pouvoir l'attaquer ou lui lancer un sort. Pour vous aider à vous rappeler de cela, vous pouvez mettre dans l'initiative ses actions légendaires. Une avant le joueur possédant le symbole du corbeau, une avant celui avec l'épée de lumière, et la dernière après celui qui joue juste avant Strahd, lui permettant ici de se déplacer juste avant son tour pour éviter de commencer dans la lumière du soleil. Strahd devrait aussi toujours être hors de portée des effets qui pourraient l'immobiliser, de l'épée de lumière et du symbole sacré du corbeau. De là l'importance de noter le mouvement des joueurs et la distance de portée des items ou habiletés afin qu'ils soient toujours juste en dehors de cette portée. Par exemple, le clerc a 30 pieds de mouvement et possède le symbole sacré qui lui a une portée aussi de 30 pieds. Strahd sera toujours au minimum à 65 pieds de ce joueur s'il ne passe pas tout simplement au travers du plancher ou plafond pour se cacher à un autre étage. Il y a plusieurs actions d'antre, mais celle de faire qu'un avec le château est la plus utile et celle que vous devriez prendre par défaut. Ainsi, Strahd pourra passer au travers les murs, mais surtout au travers le plancher. Lors de son propre tour, en disparaissant par le plancher, il ne prendra ainsi aucune attaque d'opportunité, puisque techniquement, il est toujours à portée, mais n'est plus visible. N'étant plus visible, il peut donc poursuivre son mouvement à l'étage en dessous et s'accrocher au plafond pour se déplacer. Et fait intéressant à noter, il n'est pas mentionné, comme dans certains sorts, que s'il termine son tour dans du solide, qu'il prend du dégât. Strahd pourrait donc se cacher dans les murs. Une chose dangereuse que l'on peut faire avec Strahd est de se tenir prêt en préparant un sort, ayant comme déclencheur d'avoir telle personne en vue par exemple, et de bouger ensuite avec une action légendaire en vue de cette personne. Le sort est alors relâché et un contre-sort ne peut pas être fait contre, puisque le contre-sort marche uniquement au moment que le sort est préparé, et pas lorsqu'il est relâché. Il faut s'assurer qu'il reste suffisamment de mouvement ensuite pour que Strahd se cache de nouveau, et prendre note que d'ici à ce que le sort soit relâché, il est concentré sur celui-ci. Il ne peut donc pas utiliser ça s'il est déjà concentré sur autre chose. Et si quelqu'un avait préparé une attaque contre lui en se tenant prêt et que ça touche, il devra donc faire une sauvegarde de concentration avant de pouvoir relâcher son sort et risquer peut-être de le perdre. Peu importe ce que vous utilisez comme attaque contre vos joueurs, le simple fait qu'ils puissent ainsi aller se cacher et ne jamais être à portée le rend imbattable, à moins que vos joueurs préparent des actions de se tenir prêt contre lui. Advenant que le combat n'est pas en la faveur de Strahd, que malgré sa technique de
et Etenron, il perd beaucoup de points de vie rapidement, il peut aller se cacher pendant quelques rounds pour se régénérer, et s'il se retrouve immobilisé, sa meilleure solution pour se libérer s'il ne peut pas faire de foulée brumeuse, c'est Bocéphalus. Gardez-le toujours à proximité dans le plan éthéré pour ne pas que vos joueurs le tuent en premier. Et prenez en compte qu'il lui faudra une action pour revenir dans le plan matériel et que c'est seulement au tour suivant qu'il pourra transporter Strahd dans le plan éthéré. S'il le peut et que son mouvement le lui permet, faites-le revenir hors de vue des personnages. Sinon, essayez d'avoir d'autres ennemis pour ne pas que le groupe Nova le destrier noir. Pour éviter que le cheval se fasse désintégrer avant de pouvoir sauver Strahd, il peut aussi toujours se tenir prêt avec son galop éthéré pour revenir dans le plan matériel, avec comme déclencheur, par exemple, que Strahd soit immobilisé. Ainsi, il aura peut-être la chance de ne pas devoir attendre un round complet pour arriver à son tour et refaire le galop éthéré pour transporter Strahd. Bocéphalus est une monture intelligente, il a sa propre initiative et il peut toujours se tenir proche de son maître et prédire les mouvements de celui-ci. N'oubliez pas qu'il vole et si le terrain est problématique, il peut donc se tenir au-dessus de Strahd. Pendant le combat, si vous avez un lanceur de sorts et qu'il est concentré sur quelque chose, focussez-le. Essayez de briser sa concentration. Radin est particulièrement efficace pour ça avec ses multiples attaques et peut se tenir à distance en lançant ses fléchettes empoisonnées. Parlant d'alliés, les enfants de la nuit de Strahd est une action qui peut être faite qu'une fois par jour. S'il savait que les personnages arrivaient, il l'aura fait avant le combat. À première vue, les créatures que ça attire semblent pas très utiles. Bien que ce soit des bêtes faibles, utilisez les chauves-souris et celles-ci prendront l'action d'aide au lieu d'attaquer. Ainsi, toute créature ayant des avantages dans la lumière du soleil n'auront plus de désavantages et rouleront normalement. Bien que Strahd n'ait pas énormément de points de vie et une classe d'armure plutôt moyenne, il est tout de même bien résistant avec ses sauvegardes caractéristiques. Et si votre groupe n'a pas détruit le cœur des chagrins, cela lui donne un 50 points de vie de plus. Ses bonus au jet de sauvegarde devraient généralement le sauver, mais advenant que vous roulez de la merde, ça arrive, utilisez ses résistances légendaires uniquement contre quelque chose qui l'immobiliserait. C'est pas grave s'il prend des dégâts suite à une boule de feu en pleine gueule, il pourra aller se cacher et se régénérer. Tandis que s'il se retrouve immobilisé, il pourra pas faire grand chose pour ça et sera probablement mort en 1 ou 2 rounds. Strahd est patient, un fin tacticien et général de guerre. Il n'aura donc aucun remords de se retirer du combat en usant de son bonus de plus 14 en discrétion afin de reprendre des points de vie et revenir quelques rounds plus tard. D'ailleurs, c'est la meilleure tactique pour reprendre la vie. Il est inutile d'utiliser sa morsure en combat, ça ne le régénérera pas autant. Si vous devez vous battre au corps à corps, utilisez plutôt ses griffes. Il jouera au chat et à la souris avec le groupe pour qu'ils épuisent leurs ressources. Il ne leur permettra pas de faire aucun repos pendant ce combat et interrompra toutes leurs tentatives. Il éliminera en premier les plus faibles, ceux pouvant soigner les autres, et les plus dangereux. Ensorceleurs et magiciens seront les premiers à mourir, ainsi que le porteur du symbole sacré du corbeau. Pour ce qui est de ses actions d'antre, celle pour fermer les portes est utile si les personnages sont dispersés et vous voulez les isoler. Par contre, il faut tenir compte d'où se trouve Strahd, car il ne pourra plus passer au travers les murs pendant un round complet. Et si vous avez quelqu'un avec beaucoup de force ou habile pour déverrouiller les portes, c'est inutile de faire ça. Celles qui invoquent un spectre ou un ombre sont pratiques contre les Mauras, mais ne présentent pas de réelles menaces. Et encore une fois, Strahd perdra la possibilité de passer au travers les murs. Généralement, les groupes ont quelque chose rendu à ce niveau pour se protéger des charmes, donc cette action de Strahd est souvent inutile pour la finale. Si toutefois votre groupe n'a rien pour pallier à cet effet, ça peut être très amusant d'en charmer quelques-uns. La victime ne voudra pas faire de mal au vampire et prendra les demandes de celui-ci de façon favorable. Évidemment, Strahd ne peut pas ainsi tourner le joueur contre les autres, mais la victime voudra le protéger. Avec tout ça, Strahd devrait être imbattable et c'est en l'utilisant 100% rat. Donc comment les joueurs peuvent le vaincre? Ce sera à eux de le découvrir, mais il y a 2 façons pour y arriver. D'abord en parvenant d'une manière ou d'une autre à l'immobiliser, ou en provoquant la colère de Strahd. Bien qu'il soit intelligent, patient et un fin tacticien, il est aussi impulsif face à certaines choses. L'histoire de Patrina et de Marina le démontre bien. Lorsque quelque chose provoque sa colère, il agit sous l'impulsion. Les joueurs pourront faire plusieurs choses pour provoquer cette colère. Ce sera à vous de juger si leurs actions sont le déclencheur. Ça pourrait consister par exemple en la destruction du journal ou du portrait de Tatiana, la désécration de la tombe de son frère ou ses parents, la mort de Radin, tuer Irena, bref quelque chose qui a de l'importance pour lui. Alors Strahd cessera de se cacher et les affrontera face à face en tenant pied devant eux. Il signe ainsi son arrêt de mort à l'évidence, mais si cela fait déjà plusieurs heures que vous êtes en combat, il est temps à un moment donné d'y mettre fin, et vos joueurs seront récompensés pour leurs efforts.
Et puis après tout, Strahd ne sera pas mort éternellement. Advenant que vos joueurs ne trouvent pas d'eux-mêmes cette solution, n'hésitez pas à le leur laisser savoir si le combat dure depuis déjà longtemps et qu'ils commencent à perdre espoir. Demandez-leur un jet d'intelligence ou lancez-le en secret pour eux. Et avec un 15 ou plus, le personnage fait le lien avec tout ce qu'il connaît de Strahd, que s'il est mis en colère, il perdra le contrôle et sera donc moins patient. Pour conclure, Strahd n'hésitera pas à attaquer quelqu'un d'inconscient pour s'assurer que ses alliés ne le relèvent pas. Il est sauvage, hautement mobile et intelligent. Il n'est jamais seul et toujours préparé. Pour être sûr que vous aussi, vous êtes bien préparé à cette rencontre épique qui peut durer plusieurs heures, assurez-vous de répondre à ces questions. Est-ce que j'ai bien analysé les capacités des personnages et pris des contre-mesures si celles-ci peuvent immobiliser Strahd? Est-ce que j'ai bien étudié les faiblesses des personnages et trouvé un moyen de les utiliser? Est-ce que j'ai bien étudié le terrain où se passera le combat final et trouvé moyen de l'utiliser à mon avantage? Est-ce que j'ai pris compte de tous les alliés encore vivants que Strahd pourrait rallier au combat? Est-ce que je suis confiant que Strahd pourra rester en dehors de la portée des sorts et habilités dangereuses en tout temps? Est-ce que Strahd a un lieu sécuritaire où se réfugier pour lui donner le temps de se régénérer? Est-ce qu'il a une porte de sortie rapide avec Bocéphalus? Est-ce que je sais quand c'est le bon moment d'utiliser ses résistances légendaires? Si la réponse à l'une de ces questions est non, vous n'êtes pas prêt. Selon vos joueurs, il se peut que la façon de se battre de Strahd soit frustrante pour eux et qu'ils n'aient aucun plaisir face à ce combat final. Ce n'est à l'évidence pas pour les joueurs qui aiment frapper dans le tas sans réfléchir. Ce combat est un casse-tête où ils devront être stratégiques pour réussir à piéger Strahd. Avec de tels joueurs, ou si vous avez peur que ce soit un combat difficile, il y a quelques modifications que vous pouvez apporter. Strahd peut attaquer en étant prévisible. Il pourrait par exemple attaquer à tous les 2 rounds et toujours la même personne. Il pourrait être moins prudent et s'exposer face au symbole sacré du corbeau ou tout autre danger similaire, permettant à un joueur de lui lancer un sort ou de lui faire des dégâts. Il pourrait ne jamais utiliser son action de se cacher et il pourrait être émotionnellement vulnérable ou fier et être provoqué par des moqueries ou insultes. Par exemple, si on le traite de lâche et peureux parce qu'il se cache. Si au contraire, vous savez que vos joueurs aimeront ce combat stratégique et que même avec mes conseils, vous avez peur que Strahd se fasse massacrer trop rapidement, vous pouvez maxer ses points de vie et utiliser un homebrew populaire qui est de lui faire porter son armure animée. L'armure aura sa propre initiative et pourra attaquer à son tour, ou se tenir prêt s'il n'a pas ciblé vue et relâcher son attaque d'éclair foudroyante lorsque Strahd bouge en vue de quelqu'un avec son action légendaire. Porter l'armure monte sa classe d'armure à 21 et ce sera l'armure qui encaissera les dégâts jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou enlevée. Strahd aura aussi les résistances et immunités de l'armure le temps qu'il la porte. Et à la Iron Man, il pourra en plein combat sortir de celle-ci pour qu'elle devienne un adversaire de plus sur le terrain. Vous pourriez aussi faire le tour des objets magiques se trouvant dans le château et les lui équiper. La lame porte-bonheur que l'on retrouve dans l'une des cryptes, par exemple, lui donne un relancé et ça assurera que vos joueurs trouvent cet objet s'ils survivent, permettant de faire un sort de souhait à la fin de la campagne. Puis Strahd pourrait user du sort d'apparence trompeuse sur des vampiriens pour leur donner son apparence. Les joueurs devront ainsi trouver le vrai Strahd parmi les illusions. Bref, utilisez ces ressources de façon créative. Et finalement, lorsque vos joueurs parviendront à vaincre Strahd von Zarovich, ce sera peut-être pas tout à fait la fin. Si le coup final contre Strahd le tue dans la lumière du soleil, alors il est détruit. Mais s'il est en dehors de cette lumière lorsqu'il meurt, il se transforme à la place en brume et il a 2 heures pour atteindre son cercueil, où il se reformera. Où qu'il soit dans le château, lorsque ça arrive, il peut aisément s'y rendre et pourra se faufiler dans des craques que les personnages ne pourront pas suivre. Les joueurs devront le retrouver rapidement pour lui planter un pieu dans le cœur, en quel cas Strahd reprendra un point de vie après 1 heure dans son cercueil et le combat recommence, ainsi que sa capacité de se régénérer. Le plus grand danger ici, c'est que les aventuriers seront affaiblis du combat contre Strahd et qu'il restera certainement des dangers sur leur chemin. Et ça, s'ils savent où se trouve son cercueil. Ça complète cette capsule exhaustive sur comment Strahd se bat. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou de rejoindre notre Discord. Je peux pas analyser votre groupe pour vous, par contre, et choisir vos sorts, mais même avec les sorts de base de sa fiche, ce combat peut être mortel. Le secret est entièrement dans sa mobilité. Si vous désirez nous encourager, vous pouvez le faire sans grand effort, simplement en aimant cette vidéo
et en laissant un commentaire. Ça aide à ce que YouTube propose notre contenu à plus d'auditeurs. Et si vous voulez nous encourager davantage, vous pouvez le faire via notre Patreon ou en vous abonnant à notre chaîne Twitch. Cela vous donnera un accès anticipé à tout ce que nous avons de prêt qui n'est pas encore public sur YouTube. Le prochain vidéo du guide de la malédiction de Strahd sera le dernier, et j'y rassemblerai les questions fréquentes de maître de jeu. Alors s'il y a quelque chose que j'ai oublié d'approfondir, un détail de la campagne que vous ne comprenez pas, c'est le moment de l'écrire en commentaire et j'y répondrai dans la dernière capsule. Et comme dernier mot, merci à tous ceux qui sont venus m'encourager et me remercier, que ce soit dans les commentaires de YouTube, Discord ou Instagram. C'est toujours un plaisir de voir que ça sert à quelqu'un et que mon guide aide cette campagne populaire. Mais si difficile pour un maître de jeu débutant. Sur ce, je vous dis à la prochaine! Bye bye!